Téléspectateurs du futur cercle de Wélé-Sébougou, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous l'ancien ambassadeur du Mali en Inde, non moins président d'honneur du PACP. Nous recevons Monsieur Nyakoro Ye Samake. Monsieur Samake, merci de cette énième comparution devant les grands jurys. Bon, comparaison énième fois n'est pas tout à fait complémentaire. On doit éviter d'être devant un grand jury, mais je suis tout honoré réellement d'être encore avec vous et prie le bon Dieu que nous puissions continuer à informer et échanger sur les grandes questions de la nation. Oui. Ce jury fait une renommée dans ce pays. Vous contribuez significativement, chacun d'entre vous, d'abord à l'épanouissement de l'information. Et je prie le bon Dieu qu'il puisse vous assister de plus de lucidité, qu'il continue à vous assister et à vous soutenir. Merci. Avec moi déjà pour vous interroger, Abdraman Keita du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Segebeji du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir cher président. Bonsoir, président. Je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux, en l'occurrence la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Déjà, monsieur le président, votre observation sur la composition du jury. Bon, seulement monsieur Keita, si un membre du jury aurait pu changer de nom de famille. Keita, ce n'est pas toujours le meilleur nom qu'il faut porter, mais bon, je vais être plus tolérant à cela. Mais j'apprécie le jury et je pense qu'ils feront honneur à cette grande tribune. Comme ils l'ont toujours fait. Absolument. Hein? Okay. Abdraman, qu'est-ce que vous attendez de l'ambassadeur Ye Samake? Ouais, d'accord, avant de dire ce que j'attends de lui, je voudrais d'abord faire remarquer qu'il n'a pas eu d'observation et de réserve quand le président Ibrahim Keïta l'avait désigné pour le représenter en Inde. Comme ambassadeur, bien qu'il soit Keïta. Bien sûr, bien sûr. Bon, ok, donc, comme toujours, hein, il est là vraiment, c'est tout un honneur pour nous aussi de l'accueillir, parce que c'est prêté aussi à cet exercice. Il n'est pas donné à tous les hommes publics. Il a accepté de venir, donc il le sait, il connaît déjà ce qu'on attend de lui, il l'a bel et bien dit, l'actualité est abondante. Si on a vraiment un homme doublement indiqué pour nous parler de l'actualité, d'abord parce que l'actualité est politique, elle est aussi diplomatique, toutes choses autour desquelles il a des domaines dans lesquels il a beaucoup de choses à dire, donc je pense qu'il est le bienvenu pour clarifier beaucoup de choses. Okay. Bruno, vous avez des attentes particulières? Oui, des attentes particulières par rapport à la diplomatie, parce que c'est un ancien ambassadeur. Donc, il y a des questions qui brûlent les relations diplomatiques aujourd'hui. Vous savez, suivez mon regard, donc on va revenir là-dessus. Donc, c'est un élu, un ancien élu, enfin un élu communal. Il y a des questions qui touchent à la décentralisation aujourd'hui. C'est un homme politique, donc il est le bienvenu. Il est encore heureux parce que c'est le tout premier invité après la Tabaski. Ok. Président, vous êtes le président d'honneur du PACP. Comment se porte déjà le parti PACP, que certains qualifient déjà d'un parti sectariste, un parti régionaliste qui n'est présent que dans les Djitoumou? Bon, un parti lilliputien. Oui. Hein? Le maire de Tessalit, le PACP, oui. Nous sommes dans pratiquement toutes les régions du pays. Élu sous la couleur du PACP? Il est PACP. La précision, elle est détail, vraiment. Elle est détail. Hein? Surtout par ces temps de transhumance. Pour toi, moi, ceux qui me suivent aujourd'hui, c'est de dire qu'il est PACP. Et c'est vous dire que le PACP est sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions. Nous sommes dans 33 des anciens cercles. D'accord. Donc, le Mali, c'est aussi cela.
On a commencé quelque part. On est là où on est aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au soutien du peuple malien, grâce aux idéaux du PACP. Le parti qui est précurseur de la politique de l'action concrète. Vous convenez avec moi que le fief du PACP, c'est dans les Djitoumou quand même? Non, absolument pas d'ailleurs. Le PACP a beaucoup d'adhérents dans le Kénédougou, dans le Folona, à Koutchala, ici à Bamako, en commune 5, commune 6 de Bamako. D'ailleurs, plus d'adhérents que dans le Djitoumou en réalité. Mais l'image du président d'honneur est beaucoup associée au parti, les gens, parce que je suis très engagé à Ouélé-Sébougou, mon Djitoumou natal. D'accord. Bruno? Oui, vous êtes l'un des rares chefs politiques à s'établir à quelques kilomètres de Bamako, pas à Bamako. Et si aujourd'hui on doit donner un fief, il faut consentir quand même que vous êtes à Ouélé-Sébougou, c'est là où le parti s'est enraciné. Est-ce que vous contestez le fait que le parti s'est enraciné, est né à Ouélé-Sébougou avant de s'étendre? Bruno, merci, mais l'étiquette qu'on voudrait coller au PACP, que c'est un parti sectariste, que c'est un parti régional, tel n'est pas le cas. C'est un parti qui a commencé quelque part comme tout bon parti, mais aujourd'hui, nous avons pu conquérir le terrain. Et le PACP est plus grand que juste le fief des membres fondateurs. Et donc, merci quand même de ce point, parce que c'est vrai, Ouélé-Sébougou, je suis directement connecté à Ouélé-Sébougou. Permettez-moi de vous informer que Ouélé-Sébougou vient du nom Ouélé-Sé. Le fils de Ouélé-Sé, il s'appelle Fassou. Son fils s'appelle Nyankoro, et le fils à Nyankoro s'appelle Tchikourafi, et je suis le fils de Tchikourafi. Et donc, mon cordon ombilical est directement rattaché à Ouélé-Sébougou, dont je suis très fier. D'accord. Et je souhaiterais un jour qu'on m'appelle président Broussard. Et vous avez été maire de Ouélé-Sébougou? J'ai été maire de Ouélé-Sébougou. J'ai eu ce grand honneur de représenter les intérêts et la destinée de toutes les populations de la commune de Ouélé-Sébougou. Abdraman a une question. Effectivement, est-ce que c'est sur ça, non? Allez-y. Pour remarquer qu'en réalité, c'est sur lui quand même que l'URD avait reposé pour s'implanter à Ouélé-Sébougou. Absolument. J'ai contribué significativement à cela. Bon, depuis votre dernière venue ici, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Bien entendu. Voilà. Donc il y a eu le vote d'une loi électorale. Mm-hmm. Il y a l'élaboration d'une nouvelle constitution qui est engrangée. Qui est dans le pipe. Mm-hmm. Il y a le chronogramme. Les généralités. Oui, ça c'est l'actualité directe. Bon, Bruno a une question sur son statut d'ambassadeur. Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le seul, je crois, pour avoir fouillé un peu, est-ce que vous n'êtes pas le seul haut cadre de Ouélé-Sébougou à être ambassadeur, à avoir été ambassadeur? Bon, de ma connaissance, oui, mais il y a de très grands cadres de Ouélé-Sébougou dans l'armée, il y a de très grands cadres de Ouélé-Sébougou dans l'administration. Mais au niveau de la diplomatie, c'est vous qui avez atteint ce niveau, quoi, en tant que je crois. Et donc tous les espoirs de Ouélé-Sébougou reposent sur vous en termes de diplomatie. Si on doit chercher à avoir des renseignements, c'est vers Nyankoro Samake concours, je suppose. Bon, Ouélé-Sébougou étant une entité locale décentralisée, certainement en tant que maire, le maire est l'émissaire de toute la collectivité. Et j'ai servi avec honneur et intégrité. Combien d'années comme maire? 6 ans de maire. J'ai servi 6 ans comme maire de Ouélé-Sébougou. Je suis venu, depuis le début, j'ai dit je veux faire un mandat pour engranger le Ouélé-Sébougou Koura. Comme on l'a dit, nous sommes dans le Mali Koura aujourd'hui. Ça a commencé depuis Ouélé-Sébougou Koura, quand on a commencé à tourner la page de la mauvaise gestion, tourner la page de l'insécurité. C'était ce Ouélé-Sébougou que je rêvais. Et en tant que maire, j'ai été accompagné par la population et par les élus. Nous avons érigé Ouélé-Sébougou à l'un des 10 premières communes, municipalités en termes
recouvrement de taxes et impôts, en termes d'investissement dans les infrastructures, en termes de participation locale. Et cela a été reconnu par le MSI qui classait chaque année la commune du Mali. Grâce au leadership de toute l'équipe communale, mais sous mon impulsion, bien sûr. D'accord. Vous êtes trop dans l'humanitaire, disent certains. Qu'est-ce qui fait que le politique est aussi dans l'humanitaire? Ça n'arrive pas souvent tous les jours. Vous savez, vous me donnez l'occasion de dire que depuis Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui, il est rare de voir un homme politique qui a les mêmes compétences et capacités de mobilisation des ressources, indépendamment des ressources de l'État, pour l'injecter dans le développement et local et national. Et à travers la construction d'une quarantaine d'écoles à travers le Mali, des bourses d'études à une cinquantaine de jeunes Maliens dans des universités américaines et indiennes, mais aussi des bourses d'études que nous avons pu offrir à 20 jeunes Maliens pour aller faire un lycée aux États-Unis qui coûte $65,000 par an, soit 35 millions de francs CFA par élève et par an. Et c'est le développement. D'accord. Permettez-moi de dire que ma conviction est que chaque fils de ce pays, qu'il soit journaliste, qu'il soit homme politique, qu'il soit enseignant, qu'il soit militaire, nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Aucun Malien ne se retient pour le service. D'accord. Chacun excelle à la mesure de ses compétences pour les résultats concrets réalisés sur le terrain. Ok. Abdraman, l'invité est à vous. Allez-y. Enfin, voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, il y a eu quand même beaucoup de péripéties, beaucoup de choses qui sont déroulées. La loi électorale, la nouvelle constitution dans le pipe, le chronogramme électoral. On aimerait bien savoir votre impression et ce que vous pensez des pendants de tous ces épisodes-là. Et, par exemple, la loi électorale, ce que vous pensez des péripéties qui l'ont émaillé, et ce que vous attendez de la nouvelle constitution en cours d'élaboration. Et puis la faisabilité du chronogramme électoral. Peut-être on va aller un à un. Bon, la loi électorale. On a entendu pas mal de bruit autour de ça. C'est pourquoi il faut. Je vais vous donner une impression générale comme M. Voilà. Keïta. Vous savez, le Mali, comme ton frère aimait à le dire, le Mali avance réellement. Son frère, c'est-à-dire l'ancien président, Feu Ibrahim Boubacar Keïta, aimait à le dire, le Mali avance. C'est des résultats concrets. J'ai toujours analysé par rapport au concret, par rapport aux résultats. Et si on regarde de ce fait-là, à un certain moment, j'étais l'un des sceptiques, des impatients sur l'évolution de la transition. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons ne pas accepter ou être d'accord avec certaines décisions publiques prises, mais force est de reconnaître que les lignes sont en train de bouger vers la bonne direction, notamment l'organisation des élections crédibles et transparentes pour conclure cette transition. La loi électorale qui a été votée a été très inclusive par rapport aux écoutes parlementaires. Le PACP a été écouté, oui. Et nous avons émis nos contributions qui ont été prises en compte. Certaines, oui, même si certaines n'ont pas été prises en compte. On ne peut pas avoir... Nous conseillons, nous ne sommes pas les décideurs. Et donc, à cet effet, permettez-moi de féliciter d'ailleurs la commission de loi et tout le CNT. Et le gouvernement aussi qui a été l'initiateur de cette loi. J'en arrivais. D'abord, le CNT qui a fait un travail d'inclusivité en écoutant tout le monde. Parce que ce sont des initiatives qui nécessitent l'adhésion du plus grand nombre. Vous semblez ignorer l'action du gouvernement. Absolument pas. Absolument qui pas. Est à l'initiative de cette nouvelle loi. J'en arriverai, comme je vous l'ai dit. Je l'ai dit d'ailleurs, si vous suivez sur les. Mais qu'il y en a eu quand même des remords. J'ai mis sur les réseaux sociaux mon appréciation pour le gouvernement et l'initiative et surtout
la résistance de Dr Shogel Kokala Maïga, parce que il a résisté. Il a vraiment porté la partie de la loi portant sur l'organe unique de gestion des élections. C'est vraiment son bébé. Ouais, mais qui n'a pas été quand même de son souhait, vu le contenu qu'on lui a donné. Vous savez, on n'a pas tout ce qu'on veut. Okay. Il y a toujours un compromis. La politique, dès qu'on oublie que c'est un compromis, on est mauvais politicien. Il faut compromettre. Sauf que le gouvernement a publiquement exprimé son insatisfaction face à cette nouvelle loi. Bon, cela, c'est vrai que... Et surtout face au contenu qu'on a donné. Oui, là, carrément, oui. Ouais, au lège. Non, il y a eu des frustrations, c'est vrai. Il y avait des attentes. Chacun a son agenda. Qu'on le veuille, qu'on le dise ou pas. Quand on est à un certain niveau de la gestion des affaires de l'État, nous avons des attentes, nous avons des agendas. Et la première mouture que le gouvernement a, il faut reconnaître que ça vient de l'ensemble du gouvernement. Ce n'est pas une affaire de primature parce que la signature du président de la transition est apposée au projet de loi qui a été présenté au CNT. Donc c'est vraiment toute une équipe gouvernementale et surtout l'exécutif qui a présenté un projet devant le CNT. C'était un moment de célébration plutôt qu'un moment de confrontation. J'ai déploré les différentes confrontations qui ont pratiquement enlevé l'esprit convivial, mais aussi toute l'avancée que cette loi présentait. Rarement nous avons vu les Maliens, la classe politique, travailler de façon inclusive sur un document qui a donné un résultat aussi palpable. Concrètement, est-ce que vous pensez que cette loi est de nature à garantir des élections libres, crédibles et indépendantes, transparentes au Mali? Aucune loi ne garantit cela. C'est des hommes et des femmes. Je l'ai dit aussi que aucun organe à lui seul ne suffit pour garantir la crédibilité d'un processus. C'est les hommes et les femmes qui composent l'organe. Vous savez, le Mali a des textes enviés et enviables. Mais la pratique a fait que le pays s'est retrouvé sur ses genoux. Oui, mais est-ce que le texte ne comporte déjà pas, avant même son application, des controverses en théorie, et que certains ont d'ailleurs soulevé, la controverse relative par exemple à la possibilité pour les militaires de se présenter et qui font penser à certains que c'est une brèche ouverte aux autorités actuelles de la transition et pour violer ou bien contourner, si vous voulez, la charte de transition qui les empêche d'être candidats. Je vais vous donner mon opinion très objective et très franche. Oui. Les militaires, ce sont des enfants de ce pays. Chaque Malien, tant que vous remplissez... Oui, on le sait. Non, mais c'est... Non, s'il vous plaît. On le sait. Non, donne-moi juste... toutes les autres... Non, juste l'occasion... Il n'y a pas de problème. Non, pour clarification, je veux vous dire qu'en réalité, toutes les lois ont comporté cette disposition. S'il vous plaît, si vous saviez ce que j'allais dire... De 6 mois a été ramené à 4 mois et il y a des suspicions... S'il vous plaît, sachez que... On sait que les militaires peuvent être, oui. Attendez, ne soyez patient. Je vais vous dire ce que je pense réellement. Et je l'ai promis. Okay. Je suis de ceux qui pensent que l'autorité politique, l'autorité militaire doit être toujours soumise à l'autorité politique. Je suis de ceux qui pensent qu'un militaire ne doit pas gérer un pays, n'a pas vocation à gérer un pays. Cela dit, la loi stipule des procédures pour qu'un militaire devienne président. Et pour des raisons qui ont été très bien réfléchies par les législateurs. Parce que un porteur d'uniforme, l'uniforme déjà est une force. Il représente une force. Les porteurs d'uniforme sont les seuls habilités à porter des armes de guerre dans ce pays pour la protection. Donc ils sont déjà investis d'un certain pouvoir. À rajouter le pouvoir politique à cela est un danger. Et je l'ai toujours dit, je suis républicain. Les 4 mois
c'est vrai que ça m'a fait grincer les dents. Ce n'était pas notre souhait, mais qu'à cela ne tienne, nous invitons les militaires à respecter ces stipulations. Il est aussi dit dans la charte que le président de la transition ne peut pas être candidat. Mais nous sommes dans une transition. Je n'ai jamais eu une attente que cette transition, elle sera parfaite. Les hommes sont attirés par le pouvoir. Assimi, s'il souhaite se présenter comme président de la République, il trouvera toujours les moyens de le faire. Mais je le conseillerais de ne pas s'y aventurer. Ce n'est ni à son honneur, ni pour le bonheur du peuple malien. Il y a toujours des hommes et des femmes capables de continuer la mission qu'il a commencée. Nul n'est indispensable dans la République. Assimi aujourd'hui, hier demain. On peut aujourd'hui continuer le processus enclenché, surtout la souveraineté, pour préserver la souveraineté du Mali, satisfaire l'honneur des Maliens, sans pour autant qu'un seul individu soit, comme on dit, providentiel. D'accord. Je n'encourage pas Assimi du tout. D'accord. En tant que jeune frère, je le conseille de préserver la cohésion, de préserver la crédibilité du processus, parce que c'est eux qui sont organisateurs de cette élection. Pour que ces élections soient crédibles, d'abord, la première chose, c'est que les organisateurs soient impartiaux. Dès lors que l'un des 5 colonels qui détiennent toujours les rênes du pouvoir est candidat, les dés sont pipés, même si les élections sont transparentes, la crédibilité s'envole. C'est pour cette raison, pour l'amour du Mali, par respect aux engagements, et tout ce qui a été réalisé pendant cette transition pour préserver cela, il incombe au président Assimi Goïta de s'abstenir de participer aux joutes prochaines. Je vois que Bruno aussi a eu des grincements dedans. Hein? Bon, je vois le président devenir conseiller du président colonel Assimi Goïta, et donc je suppose que vos conseils vont au-delà du président, mais aux 5 colonels. Mais moi, je rebondis sur la loi électorale. Je crois vous ne faites pas partie du comité stratégique du M5, mais vous faites partie du M5, l'un des cadres du M5, je peux dire. Et le M5 avait, au lendemain du vote du texte, avait fait une sortie plaidant pour que la loi ne soit pas promulguée. Mais la loi a été promulguée finalement. En tant que, je suppose que vous n'avez pas démissionné du M5, est-ce que vous pouvez nous clarifier cette position émise par le M5 auquel vous appartenez, qui est-ce qu'il était déjà solidaire de communiqué du M5? Oui, mais il n'a qu'à nous clarifier. Le M5 qui est le groupe d'appartenance politique du Premier ministre, et vous venez de saluer la résistance, je vous cite, la résistance du Premier ministre par rapport à l'autorité indépendante. Qu'est-ce qui a fait que votre groupe-là a demandé que ce texte ne soit pas promulgué? Ce texte est finalement promulgué. Vous nous dites aujourd'hui que c'est une loi très inclusive. Là aussi, je vous cite. Si vous pouvez nous clarifier, on sent un embrouillamini par rapport à ça. Pas du tout, Bruno. Vous savez, j'essaie de parler avec la plus grande clarté pour le bénéfice des téléspectateurs maliens. Aujourd'hui, quand j'étais là la fois dernière, j'ai dit clairement. Et l'autre rencontre qu'il y a eu entre le ministre de l'administration territoriale, que je respecte énormément pour son intégrité, je lui ai dit que quand il s'agit du Mali et un autre pays ou un organisme, le PACP s'aligne automatiquement, sans question, derrière les autorités. Mais quand il s'agit des questions domestiques, le PACP dit les vraies vérités. Nous n'avons aucune compromission quand il s'agit du bien-être du peuple malien. Parce que nous savons que le leadership a pour objectif améliorer les conditions de vie des citoyens. Et comme je le dis et je le disais tantôt, c'est le résultat qui compte le plus. Maintenant, vouloir m'associer à ceux qui contestaient la promulgation ou qui n'encourageaient pas la promulgation de la loi, mal nous connaître, parce que c'est vrai, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que j'ai démissionné du M5, mais j'ai quand même suspendu toute participation
depuis après la chute de Ibeka aux activités du M5. Et donc... Et pourquoi? Bon, c'est pour des raisons de principe. Parce que nous n'avions pas l'occasion de participer au processus de décision. Je n'étais pas membre du cadre du comité stratégique. Il n'y avait aucun mécanisme pour collecter l'opinion du PACP. Alors, un homme de principe comme moi, je me suis dit, ça ne sert à rien de rester dans le suivisme. De faire de la figuration. J'avais sollicité que le PACP démissionne, mais j'ai été mis dans la minorité. Alors donc j'ai respecté le souhait de la majorité, mais j'ai dit, personnellement, je ne peux pas être dans le figurantisme, alors je me suis retiré. Donc vous n'êtes pas solidaire de ce communiqué du M5 hein, absolument pas, absolument pas. Ce communiqué, le contraire. Non, je n'ai pas dit le Président, contraire. je voudrais que vous soyez un peu plus précis, quoi. C'est-à-dire que le M5 demande que le texte devrait être renvoyé en seconde lecture. Mais il a été adopté. Et vous êtes, vous dites que c'est une loi très très inclusive. Non, ça c'est des faits. Que ça nous dirige vers des élections crédibles. Ce que je dis, c'est des faits observables. Okay. L'inclusivité n'est pas seulement c'est pas des slogans. Ça a été apprécié de la sorte par pratiquement la quasi-totalité de la classe politique, de la société civile. Ok. Donc c'est une bonne loi, vous l'avez dit, et c'est les autres. Non, c'est pas une loi parfaite. D'accord. Je voudrais simplement vous dire que je félicite le président de la transition pour avoir promulgué cette loi, et qui est une avancée par rapport à la loi précédente. C'est vrai que nous avions nos réserves, que nous avons émises lors des écoutes. Et d'abord, il n'était pas du choix du PACP qu'on exclut la proportionnalité dans les élections législatives surtout. Le contrôle aussi le plafonnement des dépenses politiques, mais malheureusement nous avons compris que l'État n'avait pas les moyens réellement, et nous avons émis ça lors des écoutes, que l'État n'avait pas les moyens de contrôler les dépenses. Maintenant, je vais être très clair là-dessus. Nous avons souhaité la promulgation de la loi. Assimi, le président de la transition, a promulgué cette loi, et je pense que c'est une avancée dans le processus électoral. D'accord. Allez-y, Abdraman. Quelles sont vos attentes de la nouvelle constitution en cours d'élaboration? Et est-ce que vous pensez que le programme retenu est compatible avec le temps? Non. Qu'il reste pour absolument pas. Je l'ai dit avec beaucoup de solennité. Je comprends parfaitement l'engouement et la persistance de la transition. Cependant, il faudrait, comme je l'ai dit, quel sera l'impact de la nouvelle constitution sur la vie du citoyen malien? Pourquoi est-il essentiel que cette nouvelle constitution se fasse aujourd'hui? Monsieur Keïta, vous vous souviendrez que Alpha Oumar Konaré, l'ancien président, a tenté d'amender la constitution sans succès. Ibrahim Boubacar Keïta, non, avant lui, Amadou Toumani Touré, paix à son âme aussi, a tenté la révision constitutionnelle sans succès. Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, a aussi tenté cette même révision sans succès, avec tout le temps qu'ils avaient. Le peuple malien, dans une grande partie, est attaché émotionnellement à la Constitution de février 92. La révision va beaucoup polariser un peuple déjà très divisé. Donc vous dites que vous n'êtes pas du tout pour? Je vais vous expliquer. Non, absolument pas maintenant. Pas maintenant. Je me dis, il y a deux choses qu'il faut éviter de faire dans ces temps de transition. C'est la réorganisation territoriale, c'est la révision constitutionnelle, qui vont faire des remous qui vont au-delà de toutes les attentes. Pourtant, apparemment, on ne va pas éviter les remous, puisque ces deux aspects
font partie vraiment de la colonne vertébrale de l'accord pour la paix et la réconciliation. Absolument. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais l'ONU, dans sa l'accord n'a dernière pas dit résolution, qu'il faut a mis l'accent sur l'application de cet accord. Ni l'accord, ni l'ONU ne dit qu'il faille le faire pendant cette transition. Ce n'est pas... Ils ont quand même, ils ont choisi, ils ont retenu Je suis l'accord, d'accord. l'application, la mise Je en œuvre suis de l'accord d'accord comme qu'il priorité. Keïta, vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok, allez-y. Alors que le renouvellement sur un an, le mandat de l'aménagement sur un an, et la priorité a été accordée à l'application, à la mise en œuvre de l'accord. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils veulent faire cette mise en œuvre là. Je ne sais pas. Non. Ou bien votre point de vue, c'est de suspendre l'application de l'accord. Je suis en train de vous dire mon point de vue. Ok. Je ne suis pas un décideur. Si la transition décide de continuer le processus de révision constitutionnelle, nous allons jouer... Il ne parle pas de révision, il parle d'élaboration d'une nouvelle voilà, c'est un processus. Donc, nous jouerons notre partition. Pour ou contre, je ne vais pas le dire tout de suite. Un référendum est soumis à des votes. Mais ce que j'aurais voulu que la transition évite, il est évident aujourd'hui que le Mali est engrangé sur la voie de l'élaboration d'une nouvelle constitution. La commission d'élaboration a déjà été intronisée. Mais je persiste à encourager, à dissuader les autorités de la transition de s'aventurer dans cette voie. Donc, si je me fais bien comprendre, je ne décide pas, je suggère. Nos voix, grâce à vous aujourd'hui, portent vers les autorités. Nous allons dire ce que nous pensons. Ce n'est pas dans un esprit de confrontation. C'est un esprit constructif. C'est dans le but de proposer, en tant qu'acteur politique, en tant que digne fils de ce pays, il nous appartient de dire les choses telles que nous les ressentons véritablement. Sans langue de bois, j'invite les autorités à renoncer purement et simplement à la réorganisation territoriale et le processus. Effectivement, cela permet effectivement d'alléger le chronogramme. Oui, c'est peut-être ça votre objectif, alléger le programme. Oui, non seulement alléger le programme, mais éviter déjà de sectionner le peuple qui est largement déjà divisé. Parce que ceux qui ne le comprennent pas, les mêmes raisons qui ont fait que des présidents élus n'ont pas pu même faire la révision, à plus forte raison, élaborer une nouvelle transition, une nouvelle constitution. Oui. Ces mêmes obstacles se pointeront. Et nous ne savons pas à quel point l'obstacle va surgir. En attendant... quelle est votre solution par rapport à cette histoire d'accord qui est aussi à mettre en œuvre? Quelle est la solution selon vous? On a dit qu'il faut aller à minima. On avait proposé qu'il y ait une révision à minima pour permettre l'organisation des élections. Le Mali 2013, le schéma 2013. Le Mali demeurera après la transition. Il y aura un président démocratiquement élu. Le Mali rentrera dans l'ordre constitutionnel. Cela est une performance. Cela est un objectif très important dans la vie de cette nation. D'accord. 49 militaires ivoiriens supposés, si vous voulez. Le Mali, quand même, pense que ce sont des militaires. Donc, toutes choses. Des mercenaires. Toute chose qui a créé une situation conflictuelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Quel regard de diplomate vous portez sur cette affaire? Bon, vous savez... C'est précisé, regard de diplomate. Bruno, le diplomate malien, je vais faire des observations en tant que diplomate malien. Avec sans langue de bois aussi. Tout à fait. Diplomate en toute objectivité. Parce que diplomate malien, ça veut dire que... Le diplomate n'est pas nécessairement objectif. Oui, le diplomate... il se réserve beaucoup. Nous ne souhaitons pas que vous vous réserviez ici. Vous invitez le diplomate et vous voulez que... L'ancien diplomate. Vous avez dit tout ce qui concerne le Mali vis-à-vis de l'extérieur, vous allez tout dire. C'est par rapport... Non, j'ai toujours dit que nous nous alignons derrière les décisions des autorités du moment. Oui. Donc c'est avec langue de bois.
Non, Ah, ok. absolument pas. Allez-y. Ça, c'est un principe. Ouais, allez-y. C'est un principe sacro-saint. Allez-y. Bruno, je vais vous expliquer ceci. La question vient du président. Je sais. La souveraineté d'un État est exprimée par les autorités. Aucun Malien n'est habilité à discuter avec un autre pays si tu n'es pas investi d'une certaine légitimité ou d'un certain pouvoir. C'est la règle. Quand ton pays est confronté à un autre pays, à une autre organisation, tu t'alignes derrière les autorités. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce principe. Ils le comprendront. Maintenant, les 49 militaires ivoiriens retenus au Mali, c'est la défaillance. Sont-ils des mercenaires déjà? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Bon, vous savez, la définition de mercenaire est que toute force étrangère qui est enrôlée et qui possède des armes dans un pays étranger est considérée comme mercenaire. Ça, c'est la définition étymologique. Donc, on peut conclure que ces militaires ivoiriens, aujourd'hui, dans la situation où ils se trouvent, sont des mercenaires. Maintenant, comment gérer cette situation? Le Mali doit se faire respecter. Je ne dis pas que ces gens-là, nécessairement, avaient un dessein funeste, qu'ils sont là pour déstabiliser. Je m'aligne derrière cette définition du gouvernement. Mais Oui, la réalité... Sauf que le communiqué du gouvernement leur crédite, si vous voulez, de ces De ce dessin-là. funestes, Ouais, hein. ouais. Et vous avez dit Non, que non. vous alignez derrière les autorités quand c'est. Vous avez très mal compris ce que je viens de dire. Oui. J'ai dit... Vous vous démarquez du... Non, Oui. je ne me démarre pas. Je l'ai mis sous le gouvernement. J'ai dit, le gouvernement le dit. J'ai dit, mon analyse peut ne pas être exactement comme eux, mais puisque c'est eux qui le disent. J'ai dit, allons d'abord à la gestion. Non, dites-nous clairement. Oui. Vous alignez oui ou non derrière entièrement non, derrière- Absolument, derrière- sans non, embâche. de Je leur- suis- non, je suis derrière- derrière non. les autorités. Non, Donc, les derrière autorités leur disent- intention de déstabiliser le Mali, de déstabiliser le processus de retour, refondation. de refondation et de retour à leur constitution. Oui, oui et oui, dès lors que les autorités maliennes estiment que tel est leur dessein, en tant que Malien, je m'aligne directement et par principe donc vous derrière êtes en cela. train de nous dire également que la justice malienne est obligée de s'aligner également et que la justice est déjà faite et qu'il n'était pas opportun de les juger puisque tout Malien et les juges aussi sont maliens, ils vont également se prononcer forcément dans le sens souhaité par le gouvernement. Votre déduction peut ne pas être ma déduction. Vous avez dit tout Malien. Non, tout Malien n'est pas institutionnalisé. Les institutions ont leur rôle à jouer. Les institutions ont leur rapport. D'abord, je ne croyais pas, si c'était moi, je n'allais pas judiciariser cette situation aussi rapidement. Si vous étiez qui? Le président? Si j'étais parmi les autorités ou si j'avais voix au chapitre, Monsieur n'allions pas Monsieur le Président, on ne vous comprend pas. judiciariser. On ne vous comprend pas. Comment vous pouvez appréhender des mercenaires? Vous êtes convaincu que c'est des mercenaires et de ne pas judiciariser le cas? C'est ma conviction. Mais on Non, prend si des vous- mercenaires et les relâcher? Non. On ne les juge pas? Qui a parlé de relâcher? Qui a parlé de on les Il juge semble pas? qu'ils ont été J'ai relâchés. dit, Non, pas du j'ai tout. dit, Pas encore. Keita, j'ai dit qu'on n'allait pas judiciariser tout de suite et très rapidement la situation. Les rapports entre les États est régi par des protocoles, est régi par des conventions. La diplomatie a des voies qui ne sont pas toujours connues du commun. Cette affaire est entre le Mali et une nation voisine. La gestion de la situation, d'abord, le Malien, l'armée, les femmes ont été très vigilants. Mon entendement est que c'est une situation routinière et qu'on était habitué. S'il vous plaît. Non, focalisons-nous. Focalisons-nous sur cette situation qui est gravissime. Notre pays est en pleine crise diplomatique avec un pays voisin. Et donc c'est une situation
que je ne... sensible. Nous sommes dans une crise diplomatique. Absolument. Vous le confirmez. Absolument. Le Mali est dans une crise diplomatique dès lors qu'il y a des contradictions entre nous et une autre nation. Et donc, ces contradictions, aujourd'hui, ce que je vais dire, j'inviterai... Déjà, le Mali a réalisé un succès éclatant en démasquant la faille de la violation de la souveraineté de l'État. La présence de militaires étrangers sur le territoire national. À un certain moment, on ne se serait même pas aperçu peut-être que ces gens étaient là. Si on met ce truc-là dans le cadre d'une défaillance administrative et structurelle de la Côte d'Ivoire, il faudrait aussi reconnaître qu'il y a eu une défaillance de notre côté. Un avion, jusqu'à 2 avions, qui se posent sur notre territoire, que les tours de contrôle acceptent que ces avions se posent sur le territoire national. Alors qu'il y a des procédures qu'il faut suivre, que ces avions devraient être annoncés, que les manifestes des passagers devraient arriver en amont du décollage de l'avion. Cela suppose que, quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail. Mais nous n'allons pas décortiquer. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi des guet-apens de la part du gouvernement malien par rapport à... Bon, vous pouvez dire ce que vous souhaitez dire. D'accord. Mais ma conclusion est qu'il faut traiter ce sujet avec délicatesse. En attendant, et que le Mali pourrait trouver une solution. Et qu'aujourd'hui, nous avons lancé un signal fort. Que d'abord, nous sommes en alerte. Que nous sommes vigilants. Que l'espace aérien du Mali n'est pas aussi poreuse qu'on le croyait. Cela déjà est une victoire. Tout à fait. Ça dissuade toute autre personne qui souhaiterait violer l'espace aérien du Mali. Allez-y, Bruno. Monsieur le Président, vous disiez que si c'était vous, si vous faisiez partie des autorités, vous allez éviter de judiciariser cette affaire. Rapidement. Vous sautez un mot très capital. De judiciariser rapidement. Tout à fait. Donc ça m'a laissé un peu de l'eau à la bouche. Et quelle impression vous avez? Est-ce que cette situation, cette affaire ne va pas impacter sur les relations entre les États si voisins, les États, j'allais dire si poumons du même corps, 2 poumons, la Côte d'Ivoire et le Mali? Quelle crainte ou bien elle ne l'a pas impacté? Déjà, le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais été les 2 poumons des mêmes corps. C'est le Mali et la Guinée. C'est moi qui ose là. Non, je vais vous dire ceci. Les relations sont déjà ternies. Cet incident a déjà trouvé que les relations entre les 2 pays étaient déjà très tendues. Et d'ailleurs, cela a répercuté sur la gestion de cet incident. Malheureux. Parce que je me dis, d'accord, nous avons saisi cette défaillance de la partie ivoirienne. Nous avons récolté les 49 violateurs de notre espace. Récolté. Oui, bien sûr. Qu'allons-nous faire? Parce que c'est une décision politique, plutôt que judiciaire. Même au-delà du militaire, c'est une décision politique. Le Mali a lancé un signal fort à nos voisins de faire attention. Sauf que le nous avons réussi est prévu par le code pénal. Bien sûr. Et des peines assez lourdes. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait pas tout de suite judiciariser. Quand c'est pas judiciarisé, les politiques toujours arrivent à une solution diplomatique pour le bonheur et pour éviter une situation conflictuelle entre 2 nations. Donc le Mali jouit de la disponibilité des outils diplomatiques pour ramollir les positions, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reconnaisse les failles qui ont conduit à cet incident. Ensuite, exprime ses regrets au peuple malien et aux autorités maliennes, qui va ramollir les positions et faire en sorte que ces militaires
qui sont des exécutants puissent se retourner dans des situations normales, plus ou moins normales. D'accord. Ok. Et donc, c'était, comme je l'ai toujours dit, c'est le résultat qui compte. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Ces jeunes-là ne resteront pas indéfiniment dans le Monsieur le Président, il y aura toujours une solution politique. Monsieur le Président, vous attribuez à une prouesse le fait qu'on ait Intercepter. intercepté des avions, alors que c'est quand même une pratique qui a cours depuis 2019. Ce sont les informations. Beaucoup de contingents du même ordre s'étaient déjà succédé. J'ai dit faillite. Oui. C'est pourquoi j'ai dit Depuis quelles 2019, procédures n'ont pas été subitement. respectées cette fois-ci. Et- C'est pourquoi Et en les réalité, autorités militaires... Il va en poser sa réalité, je vais question. continuer la Oui. question. Mhm. La question, c'est que c'est la preuve qu'en réalité, ce ne sont pas eux qui sont visés. Et ils notent aujourd'hui une décision du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui est sortie pour reconsidérer le mécanisme d'accueil et d'exploitation des contingents, Des relèves, de oui. la rotation des contingents, de la MINUSMA, Mhm. de la MINUSMA dans son ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part qu'en réalité, ce scandale n'était qu'un alibi pour atteindre Oui. les rapports avec la MINUSMA, qui étaient par ailleurs déjà visés au lendemain de la résolution Oui. de Contenu dans les réserves la portées résolution de par l'ONU, effectivement, et sur lesquelles le ministre des je Affaires ne vais étrangères pas- avait vraiment des... Je ne vais pas juger les autorités sur des suspicions, mais ce que je vais dire, Il n'y a pas de suspicion ici. je vous ai laissé poser la C'est question. un communiqué, non, Permettez-moi de c'est vous un répondre. communiqué qui existe aujourd'hui. Je sais, non, ne non, la suspicion ne concerne pas le communiqué. Ah bon, ok. Le communiqué est une réaction à ce qui s'est passé, à l'incident. Voilà. Mais vous voulez extrapoler que c'était ciblé, que l'incident-là, on l'a utilisé pour accomplir un autre objectif, soit. Mais cela, c'est des suppositions qu'on peut faire. Ok. Chacun est Des libre. interprétations. Voilà, c'est interprétation, supposition. voilà. Chacun est libre. Maintenant, moi, mon focus, c'est sur quoi? Comment sortir de cette situation sans que ça ne s'escalade comme nous avons vu l'escalade entre le Mali et la France? On peut éviter cela. La Côte d'Ivoire a une grande part à jouer aujourd'hui. Ils doivent reconnaître, comme je l'ai dit. On n'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire, Vous me on est permettez maintenant pas? au niveau de la MINUSMA. Moi, Vous je peux me que- permettez? j'ai la- Moi, j'ai la aujourd'hui, Côte d'Ivoire derrière moi. Moi, je vois déjà la ce que- MINUSMA, ce qu'il dans peut cette y avoir affaire comme personnelle. truc entre le Mali et la MINUSMA, puisqu'en réalité, c'est la MINUSMA maintenant qui est visée par pratiquement les mêmes et toutes les mêmes réserves vis-à-vis de... Vous avez vu la confusion autour de cette situation et que même la MINUSMA a prêté à cette confusion, a contribué à cette confusion. Vous convenez avec moi. Effectivement, qu'il y a eu... Donc il y a eu de confusion. Ah oui, il y a Et donc quand cela arrive, il est important. eu des équivoques. Ouais. Il est important que des décisions soient prises pour éviter qu'à l'avenir, nous tombions dans les mêmes routines. Et donc, le Mali d'aujourd'hui, rassure d'abord son peuple que nous sommes à l'abri, que même si des gens venaient avec des desseins funestes, que notre vaillante armée est en alerte et parviendra toujours à déjouer des coups de ce genre. D'accord. Je ne dis pas nécessairement ma position. La position du gouvernement est que ce sont des mercenaires qui avaient des objectifs. Alors pour cela, Et votre ils position ont aussi, pu- puisque vous êtes ils derrière ont pu la position éviter- du gouvernement. promptement éviter qu'ils puissent passer à des actes. Bruno, votre dernière question. Ma dernière question. Toujours sur ce sujet, Monsieur le Président, il y a un courant de pensée, je pourrais dire, ou bien une opinion qui dit que est-ce que des gens viendraient par l'aéroport pour remettre en cause un processus de refondation d'un pays voisin? Est-ce que vous croyez à cette logique? Puisque vous avez semblé dire Adouber la thèse du mercenariat. Oui, la thèse du mercenariat. Et même de Est-ce que déstabilisation. des mercenaires, certains le disent, hein, est-ce que des mercenaires viendraient à ce lot 49 et descendraient par un aéroport? Bruno, Cette question, quel commentaire vous avez? nul ne peut anticiper à 100% qu'est-ce qu'un groupe de mercenaires ferait ou ferait pas.
est-ce qu'il ne viendrait pas à un aéroport? Pourquoi Habituellement, pas? dans les relations diplomatiques, Bon. peut-être vous avez entendu des Vous cas. ne savez pas. Habituellement, Vous ne savez pas. peut-être ils n'infiltrent pas les frontières par les brousses, mais est-ce que dans l'histoire, vous avez une fois entendu? Moi, je n'en sais rien. Qu'ils Vous viennent se connaissez. déclarer, nous sommes des mercenaires, nous voulons rentrer dans le pays, voilà, voici notre Non, identité. ils ne viennent pas se déclarer mercenaires. Mais est-ce que des gens pourraient Je descendre vous par écoute, je l'aéroport vous écoute, et pourraient je vous être des observe. mercenaires dans l'histoire? Moi, Ce n'en que sais je suis en rien. train de vous dire, dans l'histoire du monde entier, les Américains ont fait des trucs de ce genre. Ils ont été rattrapés en Somalie. Vous vous rappelez? Cette situation, vous et moi, il y a tellement d'inconnus que nous pouvons continuer à extrapoler, à dire comment des mercenaires entrent dans un pays ou quelle façon les mercenaires entrent dans un autre pays. Oui. Cela n'avance en rien la situation. La situation aujourd'hui, comment calmer cette situation et faire en sorte que les relations séculaires, les relations de commerce, les relations socio-économiques, surtout les Maliens établis en Côte d'Ivoire, pensez à tout cela et aller vers une solution amiable, politique, qui fait en sorte que... Bon, soit, voilà, quelles sont les solutions possibles dans les bisbilles naissantes entre le Mali et l'ONU et la MINUSMA, après que le renouvellement du mandat de la MINUSMA ici au Mali ait pris des mesures que le Mali ne veut pas appliquer. Vous, en tant que diplomate, comment voyez-vous la suite? Quelles sont les solutions face à cette situation? Solution, vous parlez? Ah oui, des solutions, puisque le Mali ne veut pas que... Beaucoup de réserves. On a fait beaucoup de réserves, que la résolution s'applique. Absolument. Alors que il y a les vous et moi, nous soutenons cette décision. Moi, je ne veux pas dire ce que je soutiens, ce que je ne soutiens pas. Moi, j'ai des réserves par rapport à ça. Moi, je sais qu'il y a des principes de supranationalité que vous connaissez, surtout par rapport à une institution, une organisation internationale universelle comme l'ONU. Oui. Quelles sont les marges de manœuvre que nous avons pour trouver une solution à ces problèmes? Bon, vous savez, il y a quand même Monsieur Keïta. Un dialogue de sourds entre... Il va répondre à la question, allez-y. Il a la réponse peut-être. Non, je demande, j'interroge. Il nous reste que 2 minutes. Il a la question. Ouais, le diplomate que vous êtes. Allez-y. Vous savez, le diplomate malien que je suis, j'insiste sur le malien, a félicité la diplomatie malienne des réserves formulées par notre représentant permanent aux Nations Unies, l'ambassadeur Issa Konfourou, qui reflète la position non seulement des autorités, mais de la majeure partie du peuple malien. Que d'ailleurs, c'est pour cela que de plus en plus, nous voyons des sentiments d'anti-MINUSMA qui commencent à s'élever. Que les Maliens qui commencent à penser que le Mali n'aurait même pas dû renouveler le mandat de la MINUSMA. Et je suis de ceux-là qui pensent que dès lors que notre vaillante armée est en mesure d'assurer la sécurité du Mali, que notre vaillante armée est en train de monter en puissance, que aujourd'hui le Mali a le soutien aérien nécessaire pour renforcer les opérations sur le terrain, il est important que nous pensions déjà à écourter la présence des forces étrangères sur le territoire, d'autant plus que nous avons constaté que nous n'avons pas tous les mêmes agendas et que la multiplicité des forces internationales sur le terrain n'a pas nécessairement contribué à ramener le résultat escompté n'est pas là, la paix dans le septentrion et même au centre du Mali. D'accord. Et donc, parce que la MINUSMA est inutile. Oui. Bon, jusqu'à preuve de contraire, les 9 dernières années ont prouvé que la MINUSMA n'est pas adéquate à la résolution de la situation du Mali. Monsieur Samaké, à présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Bruno, nous sommes dans le secret de la délibération. Dans le secret de la délibération, j'ai observé 2 points capitaux.
le PACP, le leader du PACP, il y a Nyankoro Samake, membre du mouvement du 5 octobre, M5 RFP, a semblé prendre de la distance à retardement. C'est aujourd'hui que je constate que il a même dit que nous voudrions démissionner, le PACP devrait démissionner, mais j'ai été mis en minorité. Et donc, il n'a pas véritablement épousé la position du M5 par rapport à la loi électorale. Premier incident qui ne m'a pas véritablement convaincu sur, j'allais dire, la conviction dans la logique de sa ligne politique par rapport à ce point. Par rapport à ce débat sur la relation Mali-Côte d'Ivoire, il dit, chaque fois que c'est des relations face à l'extérieur, du Mali face à l'extérieur, nous nous alignons, je m'aligne, c'est ma position, ma conviction, je m'aligne systématiquement sur la position des autorités. Mais en même temps, par rapport aux questions mercenaires, il a presque bégayé, si je peux me permettre l'expression. Les autorités ont dit, c'est des mercenaires, je ne sais pas, je n'ai pas la même analyse. Bon, ça m'a fait un peu tiquer. Bon, c'est un Yaya Samake qui, après tout, est dans la pertinence des idées, qui a pu répondre à nos questions. En dehors de ces 2 points, donc je peux dire qu'on peut le libérer, mais avec une caution. Voilà. Vous allez fixer votre caution, hein? Oui, si vous agréez avec ça. Allez-y. Bon, une caution, je lui laisse la possibilité de... Il a promis 1 million à chaque Malien. Donc prenons-le au mot, une caution d'1 million. D'accord. Merci. Abdraman. Ouais, moi je suis vraiment très perplexe par rapport, puisqu'il m'a donné beaucoup d'espoir lorsqu'en parlant de l'éventuelle candidature du président de la transition, il a abordé avec beaucoup de franchise, d'entre-gens. Mais après, j'ai remarqué qu'il ne s'est pas distingué des autres politiques qui sont dans le calcul, pour ne pas avoir des ennemis d'ici les élections. Ce qui est en train de conditionner en réalité les opinions depuis quelque temps. Et force est de reconnaître que Yaya Samake ne se singularise pas par rapport, puisque on a l'impression qu'il n'a pas une opinion propre. Il adhère au principe qui consiste à faire montre de patriotisme parce que les autorités sont dans une telle voie, au détriment peut-être de la vérité et de ses convictions propres. Or, nous l'avons invité ici pour qu'il exprime ses vraies convictions et non pas pour rester dans les principes. Je ne pense pas qu'on ait eu droit à ce à quoi on attendait, puisque moi, vraiment, très sérieusement, je m'attendais à ce que le diplomate qu'il était nous décortique réellement tous les aspects diplomatiques qui entourent cette histoire et non pas... c'est-à-dire approcher ou bien avoir des approches dogmatiques par rapport à tout ce qui a trait aux autorités et ce qu'ils décident. Et je pense que vraiment, je ne voudrais pas le condamner puisqu'il m'a déjà donné satisfaction, mais je voudrais qu'on le mette en sursis. Ok, au bénéfice des observations qui ne milite pas, en tout cas en faveur d'une condamnation, je me permets de m'appuyer sur mon pouvoir discrétionnaire pour, en tout cas, libérer l'accusé. Vous êtes convaincu? L'accusé des liens de l'accusation et rejeter la proposition de caution exprimée par Bruno. Il a échappé belle. Puisque nous connaissons le domicile de l'invité, il a donné toutes les garanties de comparution devant le grand jury à chaque occasion qu'on a eu à le solliciter. Donc il est en sursis. Vous venez de dire, monsieur le président. Sursis, il rejette aussi le sursis. Le président est indulgent, intolérant, magnanime. Oui, nous rejetons également le sursis. Donc, vous êtes libéré des liens de l'accusation. Un dernier mot en 10 secondes. D'abord, je salue la magnanimité du président du jury. Voilà, pas du jury. Non, du président du jury qui engage tout le jury. Et je me permets juste de porter à l'attention du jury que vous reconnaîtrez la consistance du fait que quand le Mali est opposé à notre pays et que le PACP et moi-même nous nous allions,
cela ne nous empêche pas, quand il s'agit des décisions domestiques, de dire toute la vérité et la vraie vérité. Et les points sur lesquels vous êtes restés sur vos fins, c'est des points qui concernent la souveraineté de la nation. Le Mali, aucun Malien n'aime le Mali plus que l'autre. Nous aimons tous ce pays. D'accord. Et je suis très honoré d'avoir eu cette conversation vis-à-vis des téléspectateurs qui, j'espère, eux, sans hésiter, vont me libérer aussi. Les auditeurs aussi. Les auditeurs. Et donc, laissez-moi finir par dire que je vous apprécie pour l'occasion que vous m'avez donnée pour exprimer mon opinion sur ces questions délicates. Et merci à la station Renouveau. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission. Le grand jury qui recevait comme invité l'ancien ambassadeur du Mali en Inde et président d'honneur du PAC. Il s'agit de Yé Samake, Ousmane Togo, l'enfant de Koprona, et Sira Kamara, l'enfant de Bougouni, était à la technique. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission, Le grand jury.